Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous façonne beaucoup plus qu'on le pense, les mythes. Mais oubliez tout de suite les vieilles histoires de dieux grecs et de héros. On va voir ensemble que les mythes, en fait, c'est un peu comme le système d'exploitation invisible de nos sociétés. On commence fort avec cette citation de Silo qui frappe pas mal dans le mille. C'est une des puissantes, non? Ça veut dire que les mythes les plus efficaces sont ceux qu'on ne voit même pas. On vit dedans, on les respire, en étant convaincu que c'est tout simplement la réalité. Alors, pour décortiquer tout ça, voici le plan de match. D'abord, on va se demander, c'est quoi un mythe? Ensuite, à quoi ça sert? D'où ça vient? Quel est le grand mythe qui nous guide aujourd'hui? Et finalement, est-ce qu'on se dirige vers un mythe planétaire? Parfait. Alors, première question, c'est quoi un mythe au juste? On va voir qu'il faut aller bien au-delà de la simple histoire qu'on raconte aux enfants. Voilà la définition clé proposée par Silo. Le mot important ici, c'est structure. Un mythe, ce n'est pas juste une histoire passive, c'est une vraie structure de croyance, un véritable moteur social. Ça prend les angoisses, les espoirs d'un peuple et ça les transforme en une image forte. Et cette image, ensuite, elle va orienter les actions de tout le monde. Pour que ce soit encore plus clair, il faut faire la différence. Une légende, ça passe souvent d'un fait historique, mais ça le déforme. Une fable, elle, cache une morale. Le mythe, c'est autre chose. Au cœur du mythe, on trouve des dieux, des forces qui nous dépassent. Ça se passe dans une sphère sacrée. On y croit pour vrai. La légende et la fable, au fond, on sait bien que ce sont des fictions. OK, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est un mythe, la prochaine question, c'est à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important pour une société? La réponse, c'est sa fonction psychosociale. Le mythe, c'est un peu comme la colonne vertébrale psychologique d'une culture. Il met en image les tensions d'un peuple, il donne une direction, une sorte de boussole pour l'action collective. C'est ce qui crée le sentiment d'appartenance, l'identité d'un groupe. En gros, ça bâtit le paysage mental à travers lequel on perçoit le monde. Et comment ça marche concrètement? Disons que ça se passe en 3 temps. D'abord, il y a une tension collective. Par exemple, une société qui a une peur bleue de l'effondrement. Ensuite, cette peur va se cristalliser en une image, comme un mythe de fin du monde. Mais le but, c'est pas juste de faire peur. Au contraire, cette image crée une impulsion. Elle motive les gens à, disons, construire avec solidité pour justement éviter la catastrophe. Le mythe, ça canalise l'angoisse en action. On a maintenant la définition et la fonction. Mais ça sort d'où, ces histoires-là? Qui les invente? En fait, l'idée qu'un mythe a été inventé un bon matin par une seule personne, c'est faux. Un mythe, c'est une création collective qui est façonnée, polie par des générations et des générations. Au fond, savoir quand il est né, c'est moins important que de comprendre le rôle qu'il joue ici et maintenant. Les mythes sont vivants, ils s'adaptent, ils évoluent avec le temps. Bon, maintenant, ramenons tout ça à notre propre réalité. Si les mythes sont des structures invisibles qui guident nos vies, quel est le grand mythe de notre époque? Celui qu'on ne voit même plus. La question se pose, hein? Les mythes anciens parlaient de Dieu, de sacré. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui un mythe qui a perdu son habit religieux, mais qui a gardé tout son pouvoir? Un mythe qu'on prend pour la réalité sans même s'en rendre compte. Eh bien, la réponse, selon l'analyse de Silo, est aussi simple que percutante. C'est l'argent. Mais attention, ici, on ne parle pas de l'argent comme simple outil d'échange. On parle de la croyance qui l'entoure. La croyance, souvent inconsciente, qu'avec l'argent, on peut tout acheter, même une forme d'immortalité. Et surtout, qu'il est la clé du bonheur. C'est cette promesse quasi divine qui lui donne toute sa force de mythe. Et c'est exactement comme les mythes sacrés d'autrefois. Ce système de croyance, il façonne nos plus grandes aspirations, nos peurs les plus profondes, notre vision du succès et de l'échec. Il définit pourquoi on se lève le matin et ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est, ni plus ni moins, le système d'exploitation de notre réalité d'aujourd'hui. Tout ça nous amène à notre dernière grande question. Une question qui regarde directement vers l'avenir de nos histoires collectives. Aujourd'hui, on le sait, les cultures ne sont plus allées. Avec la mondialisation, les mythes, les images, les angoisses et les espoirs se mélangent à une vitesse folle. Les vieux récits qui définissaient un peuple se fragmentent, fusionnent et se transforment sous nos yeux. Alors la question devient, dans ce grand brassage planétaire, si un nouveau mythe vraiment puissant devait apparaître aujourd'hui? Il ne pourrait plus être juste local ou national. Pour avoir la même force que les grands mythes du passé, il devrait parler à tout le monde sur toute la planète. La conclusion est assez claire, il serait mondial ou il ne serait tout simplement pas. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la fin. Si on accepte cette image forte que les mythes sont les systèmes d'exploitation de nos cultures, la question ultime devient quel sera le prochain système que l'humanité, tous ensemble, choisira d'installer? Pour ceux et celles qui voudraient creuser cette réflexion fascinante, cette analyse s'appuie sur l'ouvrage « Commentaires de Silo sur les mythes ». On peut aussi trouver plus d'informations sur le site web silo.com.
Merci beaucoup d'avoir été là.